Il y a deux points d'inflexion ultra importants que je surveille. 1,28, c'est une zone, donc ici entourée. C'est les plus bas qu'on a testé précédemment. En gros, vous avez un canal baissier de 3 ans, les 1,28 c'est la médiane. Enfin, j'en ai tracé deux pour que ça donne une zone de prix. Et puis, c'est aussi mon bas de canal de très long terme. Donc en gros, l'euro cassé 1,35, j'essaye à la limite d'aller grappiller ce que je peux à l'achat. Et à partir du moment où l'euro est à 1,40, je retire le bouton achat de ma plateforme. Voilà, je le short tous les jours. Si l'euro vient à 28, deux scénarios. Scénario crise, scénario envolé sur le marché obligataire, problème avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne, que sais-je. On casse les 1,28, on accélère, là potentiellement on peut revoir 1,20, 1,15. Il y a beaucoup d'analystes qui visent 1,15 sur l'euro. Moi je trouve que c'est enterrer bien vite la monnaie unique, même si j'aime bien jouer l'euro à la baisse. Donc voilà, si on casse 1,35, direction 1,40, 1,40, 1,41, on aurait de magnifiques points de vente de moyen terme. Si l'euro doit lâcher sans pour autant qu'on parte dans un marché complètement baissier de crise, s'il revient dans la zone 27-28, je chercherai des achats potentiels dans cette zone-là. En attendant, c'est du trading de court terme, c'est la question de cette moyenne mobile à 30 périodes sur le graphique hebdomadaire, et tant que les 33,70 que l'on travaille depuis 3 séances n'auront été cassés à la hausse, je continuerai de shorter. Ça c'est le cap, mais tu veux peut-être faire la livre? Qui tient bien. Le câble, la livre sterling. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, chaque fois que je mets sur cette paire, je perds. Qu'est-ce qui se passe? Elle rebute nombreux d'entre vous, et pourtant, vous allez voir d'ailleurs après, quand je vais faire un petit point sur l'analyse croisée, comme je vous dis toujours, même si vous tradez l'euro, regardez un tout petit peu la livre. Pour deux petits côtés qu'elle a une grande sensibilité, un petit côté précurseur en termes de mouvement. Alors, sur la livre, il se trouve qu'on est sur un point d'inflexion majeur. D'ailleurs, vous le savez, je suis short 1,60, stoppé à 0. Je ne suis pas devant ma plateforme, mais j'aurais été devant que je l'aurais encore reshorté. La livre évolue par palier de 500 pips. Il y a 3 gros seuils. À la baisse, 1,50, 1,55 au milieu, 1,60. Et nous sommes sur un seuil d'inflexion majeur. Il faut savoir que si on casse cette zone des 1,60, prochaine zone, on a 250-270 pips à la hausse. La zone des 1,6250, c'est la prochaine zone majeure à la hausse. Donc déjà à 1,60, j'élabore des stratégies vendeuses. Si on fait un rapprochement entre à la fois le technique, le fait qu'il s'agisse d'un seuil, nous sommes, je rappelle, quand on zoome en weekly, on est dans un canal baissier, comme sur l'euro-dollar, même si on va jusqu'à 1,6250, 62,50, 70, c'est justement la borne haute de ce canal baissier qu'on peut retrouver en hebdomadaire. Donc on est sur une oblique de résistance, c'est un gros seuil de moyen terme. Dès maintenant, je commence à faire des stratégies vendeuses. Si je fais un rapprochement donc à la fois au niveau technique et au niveau fondamental, je vais retenir que l'économie anglaise ne se porte pas bien. Ils font des quantitative easing, mouvement mécanique de dépréciation de la monnaie. On sait qu'ils ont un niveau de dette qui est élevé. On n'en parle pas beaucoup, on parle énormément de la zone euro, mais c'est également le cas du Royaume-Uni. Donc 1,60, c'est vraiment un gros seuil majeur. On va le voir tout à l'heure avec la partie Ishimoku, qui va vous montrer que c'est un seuil sur lequel de nombreuses choses peuvent se passer. À la baisse, et au cours de la semaine prochaine, ça va être très très important si jamais on ne passe pas la zone des 1,60. Autant je suis baissière et je m'attends à ce que les indices lâchent et que finalement on puisse avoir de beaux mouvements baissiers sur le Forex, autant je n'oublie pas qu'on a eu de nombreux tests de la zone des 56, 70, 57, c'est le seuil de la MM20 weekly d'ailleurs, et je n'exclus pas que les marchés ne répondent pas en fait à tout ce dont on a envie ces derniers temps quand vous nous écoutez, l'équipe des l'IFX, les stratégies baissières de moyen terme. Qu'on revienne tester ce seuil des 56-70, je n'exclus pas de repasser haussière à partir de ce seuil, dépendamment bien sûr des développements économiques qu'il y aura sur les marchés. Retenez donc à la hausse 1,60,
au-dessus 62, 50, 70, ça fait des semaines que je les répète. À la baisse, les 56, 70. Si les 56, 70 lâchent à la baisse, j'envisage mon gros seuil technique qui est à 1,50. Mais on aura l'occasion d'en parler sur le forum tous ensemble. Et il faut savoir que ce sont des stratégies qui vont se faire au jour le jour. Si la semaine prochaine, la zone des 1,60 ne passe pas, je pense avoir ma stratégie swing qui me ferait viser donc dans un premier temps les 56-70, zone à partir de laquelle j'évaluerai les conditions économiques et puis j'envisagerai qu'on reparte à la hausse ou pas. Alors, ça sert à rien de prendre des notes parce que les points de moyen terme ou les points swing, en fait, c'est ce qu'on fait sur le site DailyFX. Donc, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est de quoi on part quand on a un graphique complètement vide. Prenez le 440, voilà, ça c'est le 440, c'est du 440 complètement simple. C'est 440, 2006, 3000, c'est les soldes. On achète. 4000, c'est la stratosphère. 3600, eh bien, c'est un point d'inflexion. Vous voyez que les 3600, c'est une zone au-dessus de laquelle on est resté pendant 6 mois avant de les casser l'été dernier assez violemment. Vous voyez la moyenne mobile à 200 semaines, donc moyenne mobile très long terme. Si et seulement si le CAC arrive à clôturer au-dessus de ce seuil des 3600 points et de sa moyenne mobile à 200 semaines, alors il pourrait tenter une incursion au-dessus. Je lui souhaite bonne chance. Moi, ce que j'attends comme scénario, c'est les petits traits gris. Et je ne sais pas lequel il faut que je surligne parce que j'attends que le marché me donne des indices. Ce que je pense, c'est que le marché a fait un point haut à court terme. Sur les indices américains, ils peuvent peut-être encore aller faire un plus haut, 50 points, un plus haut que le précédent, mais enfin, je ne vois pas 10% de potentiel haussier. Donc la zone de vente sur le CAC, en fait, tout retour vers 3500, 550, pour moi, c'est le moyen d'alléger ce qu'on a sur le portefeuille actions. C'est le moyen, du moins, de le couvrir avec des ventes sur CFD. Quant à la zone d'achat sur le CAC, c'est vrai que la dernière conférence, on a parlé de 3250, 3100. Tout dépendra, encore une fois, des développements économiques. On est dans un marché stable et on ne fait que consolider, on revient à 3002, j'achète. On est dans un marché de risque, de peur, avec, par exemple, les bancaires qui repartent à la baisse. Et là, on peut se retrouver à 3000 points. Mais je n'achèterai pas, en tous les cas, une cassure des 3600 points. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il casse. Ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on a des zones de prix et que ça sert pas à grand chose d'aller chercher midi à 14h. On a 3350 points qui a été tracé. Alors quand on est en journalier, on sait que 3350 points sur les 10 dernières séances, c'est un seuil clé, mais regardez à quel point il ne l'est pas que sur 10 séances. Il l'est depuis 2 ans, 3, mais même plus, c'est magnifique. Regardez en 2009. 2009, point bas, ETUI, pour ceux qui connaissent un peu le chartisme, épaule tête épaule inversée. On va chercher l'objectif, seuil psychologique des 4000, on revient chercher 3350, on tient, on remonte, on casse 3550, on fait un retour dessus, on les casse, on vient prendre appui dessus. Tant qu'on tient au-dessus de 3350, ok, on peut revenir à 3006, voire tenter une petite incursion à 3007, ce sera peut-être le moyen de vendre à moyen terme. Si on passe sous les 3350, c'est que potentiellement on revient dans la zone des 3000 points et on se met à acheter. En tous les cas, une chose est sûre, si vous me demandez est-ce qu'en ce moment c'est plus la période des soldes ou plus le moment de sortir de ces actions, bah soyez réaliste, hein. Regardez Forestia, je sais pas, moi, quand l'action elle est multipliée par 7 en 2 ans et qu'elle était au trou, qu'on pensait qu'elle allait déposer le bilan, on ne peut pas se contenter de se dire elle a fait x7, c'est magnifique et sortir, plutôt que se dire elle va faire x10. Donc voilà, il y a un moment, il faut remettre les pieds sur terre. Les bancaires, Crédit Agricole, elle est très à 3 €, on a l'impression qu'ils allaient déposer le bilan. Bon, bah, si l'action double, c'est déjà une bonne chose, on ne va pas leur demander beaucoup plus. Bref, si ça monte, c'est pour mieux baisser. À cause de lui, justement. Ouais. BSP 500. Alors, je pense que pour ceux qui nous suivent un peu et qui connaissent un peu le site DailyFX,
D'ailleurs, depuis les différentes conférences, j'ai pas arrêté de rajouter des lignes de résistance au fur et à mesure. J'étais convaincue qu'on n'allait pas passer la zone des 1250. Ensuite, celle des 1350. Après, celle des 1400. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai une belle oblique de long terme qui n'est des plus bas datant de... Allez, on était en 2008, puis la zone des 700, et qui a un point de contact avec la région des 1440. J'envisage presque toutes les semaines, enfin nous envisageons presque toutes les semaines que les indices américains aient fait un point haut. Malheureusement, je pense qu'il manque une chose. Certes, on continue de monter, mais avec de faibles volumes. Donc c'est un moyen de détecter qu'on était arrivé vers la fin de la hausse. Il faut peut-être respirer, reprendre un peu son souffle. Mais les chiffres américains sont bons, malheureusement. L'économie américaine se porte bien. Et voilà ce qui continue de porter les indices vers les plus hauts. Et je commence à me poser des questions sur les stratégies baissières qu'on a. Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans un piège? Je continue de dire que chaque fois qu'on va monter. Toujours est-il que les chiffres américains sont bons. Il ne faut pas le nier. Et j'attendrai tout simplement un élément catalyseur. J'attends un élément catalyseur. Je soupçonne que ça soit une étincelle, pas grand-chose. Pourquoi pas la Chine? Je suis même pas sûre que ça vienne de la zone euro pour déclencher une grande aversion au risque. J'envisage plutôt que ça soit la Chine, et puis quelque chose de mineur. Toujours est-il que la région des 1440, c'est oblique. Sur le SP500, lorsqu'on va arriver sur ce seuil, allez, je vais mettre la maison comme dit Nicolas, à l'avance. Voilà, je mettrai la maison sur 1440. À chaque gros seuil, je l'ai shorté. Et on s'est rendu compte que c'est juste des consolidations. On prend 200 pips, on se dit c'est bon. C'est le crack, on va tout casser. Ben non, ça casse pas. Et on a eu un petit épisode il y a quelques semaines où on a même cassé des MM20 sur les indices, rappelez-vous. Est-ce que cette consolidation n'était pas suffisante pour pouvoir repartir à la hausse et puis finalement casser cette oblique? C'est la question que je me pose. Toujours est-il que factuellement parlant, lorsqu'on sera à 1440, je ne pourrai pas m'empêcher. Je mettrai la maison. Regardez, ça fait combien de semaines de hausse consécutive? Près de 10 semaines. Sans que, certes, fondamentalement, les chiffres américains sont bons, ils sont bons, donc ça justifie que les indices soient si hauts, mais l'économie mondiale ne se porte pas bien. On continue de parler de la zone euro, on parle maintenant de la Chine, et ben ça continue de monter. Soit, je vais attendre à 1440. Avant même 1440, en journalier, je vous en ai parlé, il y a une zone à 1335. 1335 qui pourrait être mise à profit, on en parlera sur le forum. À la baisse, ben, ce fameux seuil des 1350, si on revient sur ce seuil et qu'il y a une forte réaction, une présentation des acheteurs, j'envisage le scénario haussier, où on va avoir de fortes décorrélations sur les marchés, en ce sens que le dollar, on achètera du dollar juste parce qu'on aime les États-Unis, juste parce que l'économie américaine se porte bien. Peu importe, ça ne sera pas acheté pour du refuge, ça sera purement acheté parce que l'économie américaine se porte bien, et ça pourrait nous donner des impulsions qui nous permettraient de casser cette fameuse oblique et le seuil des 1440. Donc j'ai 3 gros seuils à la baisse que je surveille, donc c'est le seuil des 1350, les 1260, c'est la même 200 en journalier, et enfin les 1100. Le bas du range qu'on a touché au cours du mois d'août, je doute sérieusement, hormis crash majeur de l'économie mondiale, qu'on revienne sur la zone des 1100. Un processus de stabilisation dans un petit range baissier ne m'étonnerait guère, ce qui serait peut-être ennuyant pour les swingers que nous sommes, parce qu'on aime faire du swing. Ce sera peut-être de l'intraday, mais c'est un scénario à mettre en place où on aurait vraiment un petit canal baissier de consolidation qui nous mènerait vers différents paliers, 1350, 1260, et puis à la hausse, le terrain reste ouvert. Alors, si certains se disent qu'on est baissier et que
on vend depuis 6 semaines, ils doivent se dire « Oh, ça doit faire mal, ils ne sont pas dans le bon sens ». Encore une fois, j'appuie sur le « si et seulement si ». Hein. Vous relisez les analyses du SP ou du Dow Jones qu'on a fait sur le site DailyFX. Bah, moi, ça fait 1 mois que je dis « j'attends un signal ». Voilà. Donc, on a un biseau, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Dow Jones. Si et seulement si le Dow Jones en sort et casse les 13 000, on pourra shorter, ce sera bon. En attendant, il continue de faire de nouveau plus haut. Attention, c'est quand on en aura vraiment marre, qu'on sera vraiment fatigué et qu'ils ont été trop hauts, que là, il y aura un contre-pied majeur. Donc, décidez dès maintenant si vous baissez les bras ou si vous tenez et vous battez. Moi, c'est pas compliqué, ce sera mode combat. L'or. Vous savez, l'actif dont la boulangère du coin sait elle-même qu'on va aller à 3000 d'ici 2 ans. Donc c'est là le danger. Hein. Quand tout le monde en parle à la télé, c'est que c'est fini. Alors l'or, concrètement, ça ressemble à ce qui s'est passé là. Alors, si vous voulez une moyenne mobile magique sur l'or, à moyen long terme, c'est EMA 32, moyenne mobile exponentielle à 32 périodes. Parce que si j'enlève mes traits en violet, EMA 32, en fait, elle colle à tous les points bas. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 6 mois? C'est que cette moyenne mobile, elle est transpercée de toutes parts. Et en fait, on retrouve exactement la même chose que ce qui s'est passé pendant la crise 2008-2009. Pour ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, hein, c'est un secret. L'or n'est pas une valeur refuge. Voilà. Crise de 2008, est-ce que l'or est monté? On a perdu 30%. C'est ça un refuge. Un concept de refuge, hein, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, parce que les autres sont dans la confidence. Un refuge, c'est une valeur qui n'a aucune corrélation, par définition. L'or étant inversement corrélé au dollar, il y a corrélation, ce n'est pas un refuge. Donc quand vous entendez à la télé, oui, les marchés craquent, est-ce que l'or va monter puisque c'est un refuge? C'est totalement faux. Quand il y a aversion au risque, le dollar monte, l'or se casse la figure. Il s'est passé quoi ces derniers temps? On s'est fait des petites secousses sur les indices. L'or a fait quoi? On est passé de 1900 à 1600. Donc si ça c'est un refuge... voilà. Donc on a perdu 30% en 2008. Si on devait perdre 25 à 30%, ça pourrait redevenir intéressant. J'ai un canal baissier sur l'or et un canal haussier de très long terme. En gros, l'or travaille ces dernières séances la zone des 1640-1650. On a tenté de redémarrer, on est revenu prendre appui dessus hier. Si cette zone-là tient, possibilité de revenir vers 1800. À court terme, en fait, j'ai pas de scénario, c'est un range. 1620, l'oblique de très long terme, 1800, résistance de moyen terme, et on est en train, en fait, de balayer tout le monde dans une machine à laver, jusqu'à ce que ça sorte. On casse 1625, je vise 1480 voire 1430 en excès et j'achète de l'or sur un véritable repli. On casse les 1800, les acheteurs reprennent la main et puis là, on peut potentiellement viser une envolée des cours, une cassure des plus hauts historiques et un enchaînement au-dessus des 2000 $. Mais gardez en tête que si tout se casse la figure, l'or baissera avec et que même si l'or devait revenir à 1300, ce que certains attendent, eh bien, elle restera haussier à très long terme et vous aurez un bon prix. Donc, faites très attention à l'or et encore une fois, pour les débutants, si vous faites de l'or, faites-le en journalier avec des stops larges et pas en intraday levier maximum, s'il vous plaît. Et surtout, parce qu'après, on a toujours, oui, mais j'ai perdu sur l'or. Lorsque Bernanke parle, mais on sort toutes ses positions. Chaque fois que Bernanke doit parler, vous avez vu qu'il y a des mouvements sur l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a spéculation sur quantitative easing, opération twist. J'estime que celui qui trade et qui a tous les atouts autour de lui pour trader, il sait ce genre de choses, il a le calendrier. Et il sait très bien que chaque fois que Bernanke parle, il y a des mouvements sur l'or. Et on dit oui, après oui, mais c'était pas technique. Techniquement, il y avait une résistance et puis elle avait fait reflux. Non, c'est Bernanke qui a parlé. Faut pas chercher midi à 14h. Donc vous êtes sur l'or, vous savez que Bernanke parle. On sait jamais dans quel sens ça va partir, parce qu'on sait jamais ce qu'il va dire. Personne n'est dans sa tête. Je l'appelle de temps en temps pour savoir. Je l'ai jamais eu au téléphone encore, mais on sait jamais ce qu'il va dire. Donc vous êtes sur l'or. Vous n'avez pas une super entrée, vous n'avez pas une grande marge. Bernanke doit parler. Prenez vos gains. Revenez plus tard pour voir ce que ça aura donné. C'est pareil pour l'argent, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. Alors, l'argent est là. Alors,
donc ça c'est du chartisme très simple. Vous voyez le canal baissier sur l'argent? Bon, on a fait 50, 32, 42, 26. Est-ce qu'on se fait un 37, 20? Je ne sais pas. Si on le fait, la maison à 20. Alors c'est pas compliqué, en fait, si vous voulez, la façon dont on trade, et après ça vous pouvez le faire des unités de temps longues jusqu'aux unités de temps courtes. Bon, commencez pas à tracer des supports résistance en 1 minute, mais voilà, la façon dont je construis un graphique, dont on construit des graphiques, c'est ça. On prend un graphique complètement brut, dynamique haussière de très long terme, c'est noté. Canal baissier de moyen terme, échec sur la borde haute du canal, c'est noté. Si les cours lâchent, 2 zones de prix. Les 26, testés à 2-3 reprises précédemment, qui se conjuguent avec le canal haussier, enfin l'oblique haussière passant par les plus bas sur les dernières années. Et si ça casse, trou d'air jusque 19,20, et 19,20, c'est les plus hauts annuels de 2009-2010. Donc, à vrai dire, on sort du canal, j'y touche pas. Parce que la dernière fois qu'il est sorti du canal, il nous a fait peur. Par contre, si on arrive à 26-27, qu'il se passe quelque chose, tenter quelque chose à ce niveau-là, c'est pas mal. S'il lâche comme il a lâché avant, c'est direction entre 19 et 21. Et je rejoins totalement Pascal Caron là-dessus sur le forum. Potentiellement, on serait en train de former un 3-drive pattern. Donc ça veut dire qu'on fait une hausse, remontée, baisse, remontée, baisse, remontée, baisse. Et ensuite, reprise de la dynamique de très long terme. Donc ça reviendrait à acheter de l'argent à 26, puis à renforcer à 20 pour viser 40, 50 dans les 1 ou 2 années suivantes. Je suis pas très long terme. Et à vous dire vrai, moi je vois l'argent à 20, j'en achète à titre personnel, en réel, sans hésiter. Le pétrole, qui rébute nombreux d'entre vous, notamment le WTI. Et après, on va faire un petit zoom sur le Brent, parce que vous allez voir que c'est un peu plus facile. Alors, pour le pétrole, j'insiste sur une chose, ne me parlez pas de l'Iran. Ça fait des semaines que j'entends encore des spéculations sur l'Iran. Ça n'a pas lieu d'être. La Somalie aussi? Ah oui? Pas la Somalie, le Nigeria. Non, le Nigeria. Et le Nigeria, il faut savoir que c'est du Brent, c'est pas du WTI. Autant de subtilités. Voilà, on fait beaucoup de spéculations sans forcément connaître donc le pétrole qui est produit au Nigeria, c'est plutôt du Brent, pas du WTI. Voilà, alors que pour l'Iran, c'est plutôt le WTI, mais tous les jours, on me parle de spéculation sur l'Iran. Oui, ils ont dit ça, oui, il va se passer ci. Il y a des discussions, il y a effectivement de nombreux termes diplomatiques. Déjà, il y a une chose, c'est lié au problème nucléaire. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Je m'intéresserai à l'Iran si le jour où j'entends que dans le détroit d'Ormuz, il y a eu des tirs. Mais là, il n'y a plus rien du tout. Donc, on ne parle pas de l'Iran. Par contre, la Chine, elle ralentit. Les États-Unis, le Royaume-Uni et bientôt la France est en train de l'envisager. J'ai vu que Baron l'a envisagé cette semaine. C'est qu'ils sortent une partie de leur stock. Pourquoi? Parce que les prix sont énormément élevés. L'économie ralentit. Vous avez des producteurs qui réduisent leur stock. Vous avez certains qui sortent leur stock. C'est pas compliqué, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le prix chute. Point. On a fait un processus de topping sur le seuil des 110 $ le baril. Je serais vraiment très étonnée qu'on revienne dans cette zone. À très court terme, dans les semaines à venir, la zone des 108 aura du mal à être prise. À la baisse, j'ai 2 gros seuils, les 101,50 qui apparemment font attraction aujourd'hui. Hier, on était sur le seuil des 103,70, sur lequel certains ont tenté des achats, et j'ai dit effectivement ça se tente, parce que quand on zoome, notamment en journalier, on se rend compte qu'on a une belle oblique de soutien, c'est le bas d'un drapeau. Mais le pétrole, le WTI, il sous-performe énormément. Et vous voyez, de toute façon, tous les jours, quand vous faites le plein de votre voiture, il est important qu'il baisse un tout petit peu. Donc dans les semaines à venir, je suis convaincue, mais vraiment convaincue, ça fait des semaines que je répète, que je chante le pétrole, le prix va baisser, parce que c'est nécessaire pour l'économie mondiale, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. 101,50. On a, sur le seuil des 101,50 en weekly, donc la fameuse MM20, on a une oblique qui a un point de contact
non loin du seuil psychologique des 100, à noter. De toute façon, les seuils psychologiques, en général, il y a souvent des réactions dessus. Et si on casse cet oblique, ce que j'appelle le break-even du pétrole, c'est-à-dire son seuil de son prix zéro, c'est le seuil des 90 $ qui est mis en noir. À la hausse, il y a les 110 sur lesquels on a coincé. Avant ces 110 même, je doute qu'on puisse reprendre la zone des 108. On a tenté de la tester à de nombreuses reprises ces dernières séances, c'est pas passé. Donc à retenir la zone des 108. En journalier, quand on affine, ça donne même 108,15. Très exactement. Les 103,70, est-ce qu'ils seront rattrapés aujourd'hui en cours de clôture hebdomadaire? C'est à voir, c'est une possibilité. Mais on est sur une zone où on peut effectivement avoir une présentation des acheteurs. Maintenant, quant à revenir sur le seuil des 110, j'en doute énormément. Il faut savoir qu'au-dessus des 110, il n'y a rien d'autre que les 115. Ensuite, on va passer au Brent. Et quand on étudie le Brent, voilà, c'est là qu'on peut s'intéresser aux problèmes qu'il y a au Nigeria notamment. Et même, non. En général, j'ai tendance à occulter ce genre de facteurs. Ça crée, à très court terme, des mèches, juste une spéculation. Ça ne fait pas grand-chose. Et les événements nigérians, vous ne les avez jamais retrouvés sur le graphique du Brent, depuis le temps que ça dure. Et en fait, les problèmes au Nigeria, ça fait des années qu'il y en a de ce type. C'est juste qu'on n'en parle pas. Le Brent. Alors, c'est un actif que je ne traite pas habituellement, mais j'invite notamment ceux qui sont intéressés par le pétrole à le regarder, parce que le WTI rebute de nombreux d'entre vous parce qu'il est volatile. Par contre, quand vous regardez le Brent, qu'est-ce que vous voyez? Un range, avec différents paliers. On vend en haut, on achète en bas, on ne se pose pas de questions. C'est un range. 126, à gauche. Celle-là. Alors pourquoi j'ai pas les unités de temps sur ton graphique, Nicolas? Appelle ton conseiller. Tu peux me... Pourquoi j'ai pas ton... Alors on va faire ça très rapidement. Yucca Oil. En plus, il ne l'a pas. Bon bref, c'est pas grave, c'est pas très important. Une belle oblique là, qui fait soutien, le seuil des 120. Vous voyez à plusieurs reprises comme il a été travaillé ce seuil. Ça a été le haut d'un range avant le petit excès, ce qui semble être un excès, la zone des 126,80. À 120, un achat, pour retenter la résistance au-dessus. Et il me semble qu'en journalier, c'est la zone des 125,50, 125,70, qui a du mal à passer, qui a énormément coincé ces dernières séances. Si les 120 cassent, prochaine zone majeure, 113,50. Si les 113,50 lâchent, prochaine zone majeure, 103,50. Il n'y a pas plus simple que le Brent, c'est un range, avec différents paliers. Et même vous zoomez en journalier, vous allez voir que c'est le range parfait. On arrive en haut, il y a échec, vous coupez votre position acheteuse, vous faites un reverse, vous reprenez en basse. Il évolue toujours dans des ranges. Il n'y a pas plus simple. Je veux bien concéder que le WTI, c'est autre chose en plus, il est très volatile. Si vous voulez trader les matières premières, vous voulez trader le pétrole, que vous êtes un débutant, vous avez peur de la volatilité, regardez plutôt le Brent, plutôt que le WTI. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation entre le crude oil et l'euro-dollar? On va en parler tout à l'heure, vous allez voir. Ça c'est la paire USD-Yen. Est-ce que tu peux prendre un maximum de recul? Parce qu'en fait, c'est le graphique ultra simple. Là-haut, on est en 2007, c'est il y a 5 ans. 5 ans de baisse, et ça, c'est un signal d'achat de long terme. Et ça, vous savez que je l'attendais ici, et qui s'est arrêté ici. Voilà. Donc c'est dommage.